rebonjour, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être présente pour ce lundi MEDEF sur le thème de l'électricité. On va y revenir dans un petit instant. L'objet en préambule, c'est bien évidemment de fixer le cadre de cette visio. En l'occurrence, cette visio est enregistrée. Donc pour le bon fonctionnement et le confort de chacun, le but est bien évidemment de couper les micros, mais je vois que c'est fait pour l'essentiel, sauf bien sûr pour nos interlocuteurs qui vont avoir à évoquer leur sujet dans un instant. Ça, c'est le premier point. Donc, merci de couper les micros, merci de couper les caméras. Je vois que c'est fait aussi pour que la bande passante soit au top. En l'occurrence, cette visio, elle est enregistrée dans son intégralité puisqu'elle sera également diffusée en replay sur notre chaîne YouTube MEDEF Vendée. Donc, elle pourra être réécoutée au même titre que les autres lundis MEDEF qui ont déjà eu lieu, à savoir la loi de finances 2023 qui avait été présentée par Axior en février. Et puis en janvier, nous avions eu Magali Girard, notre conseillère de sortie de crise qui était intervenue pour la direction départementale des finances publiques et pour notamment évoquer toutes les aides qui existent et qui continuent d'exister. On pourra y revenir un petit peu dans un instant par rapport à ces points-là. Donc je vois qu'effectivement nos invités arrivent. Alors, en l'occurrence, nous avons aujourd'hui la chance, après le préambule, d'accueillir Frédéric Thébault. Il est aussi accompagné de Daniel Pina. Donc, en l'occurrence, vous avez leur responsabilité et le périmètre qui est leur sous les yeux. Avant que je repasse la main à Frédéric d'un point de vue diaporama. Mais l'idée était bien évidemment de vous remercier par rapport à votre présence pour nous décrypter le marché de l'électricité en lien avec l'actualité, les prix spot, les couvertures. Enfin bon, on va rester à la fois un peu technique en vulgarisant, parce que le but étant que, bien évidemment, connaître, c'est une chose, comprendre en est une autre, et c'est bien sur cet élément-là que nous allons vous donner des éléments de compréhension. Et puis, s'il y avait des sujets qui suscitaient un peu plus de curiosité, un peu plus de questions, eh bien, il ne faut pas hésiter. Et dans ces cas-là, il faut utiliser le mode conversationnel que vous avez, c'est-à-dire le chat Teams, pour poser vos questions. Et c'est pour ça que j'ai cité aussi Daniel Pina, puisqu'en l'occurrence, Daniel est directeur du développement territorial en Vendée avec quelques collaborateurs, est prêt à répondre à vos questions que vous pourriez poser. Il devrait normalement nous rester, malgré tout, en fin d'heure, sur les dernières minutes, si vous le voulez, la possibilité de poser des questions de vive voix. Voilà pour le préambule. Voilà pour se projeter tout de suite, parce qu'il faut savoir bien introduire avec sa conclusion. Et donc la conclusion, c'est souvent, et quels seront les prochains rendez-vous, puisque vous êtes parmi nous. Les prochains rendez-vous, vous les avez sous les yeux. Le lundi 3 avril, nous serons sur les sujets Banque de France et Fédération bancaire française en lien avec les entreprises. En l'occurrence, il y aura un point conjoncture du directeur de la Banque de France, Olivier Sigaud, accompagné de Morgane Marot pour nous parler de ce qui concerne les prêts garantis par l'État, puisque nous serons à 1 an du début des remboursements. Et puis, il y aura également le dernier sujet, toujours le 3 avril, toujours traité par Olivier Sigaud et Morgane Marot, concernant le sujet de la décarbonation. Donc, vous voyez que finalement, le sujet de l'énergie et de la triple comptabilité, puisqu'en l'occurrence, à partir de 2024, les entreprises et la cotation des entreprises à la Banque de France sera impactée. Voilà ce qui nous sera expliqué le 3 avril prochain. Et puis, le 22 mai, eh bien, nous aurons un regard sur ce qui se passe au niveau des procédures collectives et la prévention des entreprises qui pourraient connaître quelques difficultés. Ça peut paraître moins séduisant, mais je peux vous assurer que ça sera bien sûr très croustillant et surtout très intéressant et instructif et constructif, avec notamment le président du tribunal de commerce de Vendée, Bernard Pontreau, et son vice-président, Alain Clémaud. Voilà, j'en ai vraiment terminé. Donc, ce qui veut dire que, et ça a permis effectivement à beaucoup d'entre vous de pouvoir nous rejoindre sur ces quelques minutes. Je vais donc maintenant enlever ce que nous avons sous les yeux pour passer la main à Frédéric. Encore bonjour Frédéric, encore bonjour Lorena, et à très vite effectivement pour tout nous dire sur ce décryptage du marché de l'électricité. Voilà, j'ai pris la main. Frédéric, je coupe moi-même mon micro. Merci. C'est tout bon, vous voyez ma présentation, vous m'entendez? Si la présentation pouvait être super, c'est top.
C'est génial. C'est tout bon? Merci beaucoup. Merci Frédéric, c'est top. Bon. Merci Samuel, merci pour cette invitation. Alors effectivement, sur un sujet, je crois qui nous concerne en tout cas beaucoup en ce moment, nous et vous. Ce que je voulais, dans un premier temps, et peut-être reprendre le début, c'est de comprendre pourquoi on en est là, et quels sont les dispositifs d'ailleurs qui sont structurels et ceux qui sont plutôt conjoncturels par rapport à ce dispositif-là, et surtout vous expliquer où est-ce qu'on en est dans la mise en place, voir quelques simulations sur les dispositifs qui sont, je ne sais pas, très, très simples, en tout cas sur lequel, selon le panel. Mais si Madame Girard est intervenue, que je connais également, elle a dû vous présenter avec grande pédagogie en fait l'ensemble des dispositifs. J'y reviendrai peut-être succinctement, surtout vous donner quels sont effectivement les quelques chiffres, les quelques simulations qu'on pourrait faire selon les situations. Alors oui, nous sommes dans une crise sur les marchés de l'énergie. Je dis bien d'énergie parce que tout ceci débute avec l'augmentation du prix du gaz, d'ailleurs qui n'a pas commencé avec le conflit russo-ukrainien, mais il a commencé avec la reprise économique post-Covid. Je vous ai mis ce graphe-là, que vous avez probablement dû voir beaucoup, avec des prix qui étaient d'une grande stabilité déjà début 2022, mais qui étaient également sur des prix qu'on retrouvait, les prix du gaz que l'on retrouvait fin 2021, et qui étaient déjà élevés, parce que quand on regarde, vous voyez, en 22, les prix projetés pour 2023, ils étaient quand même sensiblement, voire même très sensiblement supérieurs à ce qu'on a l'habitude de voir sur les marchés de gros, sur le marché du gaz, puisque l'ordre de grandeur était, je dis bien, de l'ordre de 15 à 20 euros du mégawattheure, alors que vous voyez qu'on était plutôt quelque chose qui s'apparentait sur un prix 2023, alors certes un peu inférieur aussi sur 24-25, mais qui était de l'ordre de 60 euros du mégawattheure. Donc déjà un prix qui avait augmenté x3, x4 sur le prix du gaz, et puis, et ça je pense que tout le monde l'a en tête, avec je dirais un pic, je dirais un paroxysme qu'on a atteint en août 2022 avec un prix qui a dépassé les 300 euros du mégawattheure sur le gaz, ce qu'on n'avait jamais vu. Et ça, parce que à la fois, là pour le coup, c'est le conflit russo-ukrainien qui a pris la main, avec diminution des importations qu'on peut avoir en Europe, forte diminution des importations, prévision de forte diminution des importations en gaz qu'on pouvait avoir en Europe et venant de la Russie, et tout le système qui a dû se mettre en place pour pouvoir couvrir ce prix du gaz. Alors, je vous parle du gaz, mais parce que oui, il y a un impact en tout cas une liaison entre le gaz et l'électricité. On a besoin effectivement de gaz certaines fois pour produire de l'électricité. Et donc, je vais vous montrer en fait, dont on parle aussi pas mal en ce moment, beaucoup en ce moment, c'est le modèle de marché et la façon dont on construit un prix d'électricité à la maille européenne et au sein des pays européens. Ça veut dire que l'électricité ne se stockant pas, on va définir un prix spot, sur la base effectivement du coût marginal de production, du dernier moyen de production appelé, pour pouvoir justement satisfaire la demande. Et donc on a une demande, donc on a une consommation qui est prévisible, et derrière il faut mettre effectivement un moyen de production. Là vous avez, eh bien, dans l'ordre dont on va appeler les différents moyens de production, vous avez ce qu'on avait à peu près en moyenne en 2019, un coût marginal de production, donc entre les ENR, fatal, hein, donc l'éolien et le photovoltaïque, l'hydroélectrique, et puis petit à petit on passe par le nucléaire, et puis on fait appel effectivement aux moyens plus carbonés, le gaz, le charbon et le fioul. Et donc retenez juste ce chiffre-là, puisque d'ailleurs ce n'était pas le dernier moyen qu'on a appelé, parce que le prix le plus cher était sur le fioul à 70 euros du mégawattheure. Eh bien on appelait du gaz pour pouvoir faire les équilibres, et on avait un prix de l'ordre de 45 euros du mégawattheure. Voilà ce que ça a donné en septembre 2022, pour bien comprendre. On est passé de 45 à 600 euros du mégawattheure. Au regard de l'évolution du prix du gaz, de la matière première, eh bien, quand on regardait le coût marginal de production, eh bien, le coût marginal de production du gaz, d'abord, il est passé en dernier, si les autres ont aussi augmenté, hein, les parties carbonées, les autres matières carbonées, moyens de production carbonés, pardon, vous avez un prix du gaz qui a fortement augmenté. Tout à l'heure, et donc forcément, si le coût marginal de production utilisant le gaz a beaucoup augmenté, vous verrez, ça a forcément un impact sur
le prix de l'électricité. Peut-être vous rappeler comment on forme un prix, en fait. Je vous ai parlé là du prix spot. Le prix spot, il est par définition quelque chose qui est très volatile, qui est très risqué. Il y en a certains de clients ont des offres spot pour les plus gros, mais ça veut dire que tous les jours, vous regardez quel est le prix et puis il faut savoir piloter votre prix de votre contrat de fourniture sur ce prix spot. C'est pas communément ce que l'on fait. On est plutôt sur ce qu'on appelle des prix forward. Et un prix forward, c'est un prix sur lequel un vendeur et un acheteur se mettent d'accord en intégrant un certain nombre d'éléments pour se projeter communément à N+1 ou N+2 ou N+3, donc 1 an, 2 ans, 3 ans par rapport à l'année à laquelle on est, pour donner de la prévision, de la prévisibilité sur les prix. Mais il y a plein d'autres produits qui peuvent exister sur les prix forward. Donc vous voyez que le gaz a un impact sur l'électricité. Il n'y a pas que ça, bien évidemment, puisque vous avez vu qu'on pouvait faire appel à du nucléaire et à de l'hydraulique lorsqu'on construit, quand on a un prix d'électricité, quand on a moins de nucléaire et moins d'hydraulique, et c'est ce qui s'est passé en 2022, à la fois pour des problèmes de disponibilité du parc et à la fois par une moindre hydraulicité, vous allez faire appel à plus de gaz, et donc c'est ce qu'on dit, on augmente la marginalité du gaz dans le prix de l'électricité, donc ça contribue, tout en n'étant pas le facteur premier, ça contribue à augmenter le prix de l'électricité au regard de ces éléments-là. Et donc, vous voyez, c'est ce qui s'est passé donc, en 2022, alors avec des premiers pics que l'on voit ici sur 2022, donc déjà un prix 2022 qui était vu en 2021. Et vous voyez, ça, c'est la courbe d'évolution, en fait, du prix d'électricité qu'on a connu en 2022, avec progressivement, en fait, une chute ici, en tout cas une baisse de ce prix en 2023. Et c'est vrai, parce que qu'est-ce que l'on voit actuellement? On voit un prix du gaz qui a diminué. Il a diminué puisque ce matin, il doit être aux alentours entre 45 et 50 euros du mégawattheure, donc plus cher quand même que ce qu'on avait avant les différentes crises qu'on a connues, mais plus effectivement au niveau des 300 euros qu'on a pu connaître au pic ou même à l'automne. Et donc forcément, ça a aussi un impact, pas le seul, mais ça a un impact sur le prix de l'électricité qui aujourd'hui, quand on regarde les prix, je vous disais tout à l'heure, forward 24, 25, qui sont aujourd'hui inférieurs à 200 euros du mégawattheure, même aux alentours, effectivement, de 150 euros du mégawattheure, à la fois parce que le prix du gaz augmente et aussi parce que on a dans une moindre mesure, on a une amélioration de la disponibilité des moyens de production qui permettent de soutenir la demande, et puis avec une demande qui a baissé, c'est un point quand même qui est important, qui a baissé au regard de toutes les actions qui ont été menées à l'automne et l'hiver dernier en matière d'efficacité énergétique, de sobriété, qui vient effectivement derrière moins contribuer sur les équilibres offre-demande. Il y a une augmentation, elle est réelle, bien évidemment, et ça, vous l'avez bien évidemment constaté. Aujourd'hui, et donc je ne peux que parler au périmètre, bien évidemment, du portefeuille d'EDF, on est sur des augmentations de prix qui sont comprises entre plus 50 et plus 300% avant l'application des mesures gouvernementales, et c'est sur quoi je reviendrai. C'est très difficile de dire, mais pour telle catégorie, pour quel secteur il y a eu telle ou telle augmentation. Pourquoi? Parce que tout dépend par rapport à quel prix vous le comparez. Si vous le comparez sur des prix qui ont été formés, je veux dire, au printemps 2020, nous étions aussi sur une anomalie en fait du marché, puisque nous étions en pleine crise Covid avec une baisse de la demande, et donc les prix étaient extrêmement bas. Donc si vous comparez en fait une offre qui a été formée en 2020 sur des prix très faibles avec effectivement malheureusement ce qu'on connaît aujourd'hui, vous avez des très très grands écarts. Pour autant, ces écarts effectivement sont importants au regard de ce qu'on a connu en 2021 et en 2022. Pourquoi? Parce que quand vous signez une offre, eh bien vous signez une offre par rapport aux prix qui sont je dirais, connus à cette date-là. Pourquoi? Parce que les fournisseurs, et donc nous c'est ce que l'on fait, on réserve les volumes correspondant à ce prix, eh bien, lorsque vous les avez achetés. Donc il y a plein de situations possibles, il y a forcément des volatilités importantes au moment où vous pouvez former votre offre et votre prix, et donc ce qui veut dire que vous avez, oui, une échelle importante en tout cas d'augmentation possible. Il y a un point en revanche sur lequel je voudrais revenir, c'est que en France, et c'est bien une spécificité française, vous avez un dispositif ARENH, donc c'est l'accès
je dirais, le nucléaire historique, je vais dire comme ça, qui fait que EDF met à disposition de ses concurrents une partie de sa production nucléaire à un prix régulé qui est fixé à 42 € du mégawattheure. Et EDF réplique exactement le même dispositif dans ses offres. Donc vous avez dans la formation de votre prix sur la partie énergie, eh bien une partie, même une grande partie pour une majorité d'entre vous, qui est effectivement sourcée sur un prix à 42 € du mégawattheure. Et ensuite viennent en complément les prix dont je vous ai cité tout à l'heure, soit les prix effectivement de marché. Peut-être revenir sur les différents dispositifs. Je ne vais pas tous les passer en vue. 2022, vous voyez, il y en avait quand même un certain nombre qui avaient déjà été mis en place, à la fois sur l'ARENE+, qui n'a pas été reconduit cette année en 2023. En 2023, nous sommes revenus en fait à un volume mis à disposition à 100 TWh. Il avait été de 120 TWh en 2022. En revanche, le prix n'a pas évolué entre 2022 et 2023 et le prix a été maintenu à 42 € du mégawattheure, alors qu'une partie de l'ARENE en 2022 avait été mise à 46,20 €. Ça reste quand même, par rapport au prix que je vous ai affiché tout à l'heure, très très loin des prix de marché. Et le projet de loi qui avait été voté à l'été 2022 qui prévoyait une possible évolution de l'ARENE à 49 € n'a pas été en fait suivi d'augmentation. Pourquoi? Parce que la France n'a pas soumis à la Commission une validation de cette évolution du prix. Donc la France a décidé, en tout cas le gouvernement a décidé de maintenir un prix de l'ARENE à 42 € en 2023 et un volume de 100 TWh. Vous avez des dispositifs qui ont été reconduits, voire même qui ont été augmentés. La TICFE réduite a été maintenue. Une TICFE réduite, c'est de passer d'une TICFE qui était de plus d'une vingtaine d'euros du mégawattheure à, selon votre puissance souscrite, à 1 voire 0,5 € du mégawattheure, ce qui est quand même assez effectivement important en matière de réduction. Et puis est venu s'ajouter à ces dispositifs, j'y reviendrai, le bouclier pour les offres de marché pour ceux qui y sont éligibles, et puis la mise en place d'un certain nombre d'amortisseurs, et c'est ce que je vous propose effectivement peut-être de revenir et de détailler. Donc le bouclier pour les sites en offre de marché, cela concerne quoi? Cela concerne effectivement les TPE et assimilés qui ont un contrat de fourniture d'une puissance inférieure à 36 kVA. C'est la façon dont on qualifie les nombres de contrats. C'est une aide qui a été fixée pour l'ensemble de l'année, enfin, du 1er février 2023, je vais être précis, au 31 janvier 2024, et donc qui permet justement d'afficher une décote par rapport à ce qu'aurait dû être l'augmentation du prix du tarif réglementé de vente qui est aux alentours de 340 € du mégawattheure. Et donc, pour pouvoir le plafonner à 15%, eh bien, ça le ramène effectivement à une décote de 144 € du mégawattheure qu'on va appliquer. Alors, il y a plein de situations possibles à ceux qui sont en offre de marché qui verront également cette décote sur leur prix. Petit complément, et j'y reviendrai, il y a une aide complémentaire, et donc ça a été l'objet je dirais de déclarations qui ont été faites en ce début d'année pour les TPE. J'y reviendrai sur quelques simulations qui permettent effectivement, lorsque cette décote ne permet pas et permet d'avoir un prix, enfin en tout cas conduit à avoir un prix qui soit supérieur à 230 € du mégawattheure, eh bien il y a un autre dispositif qui a été mis en place qui permet effectivement de plafonner ce prix à 230 € du mégawattheure pour les TPE et assimilés. Si je reviens sur le fameux amortisseur qui n'était pas en place en 2022 et qui a été décidé de mettre en place en 2023, cela concerne les PME au sens où il faut moins de 250 personnes et avoir un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros ou 43 en bilan annuel. Et cet amortisseur permet pour ces entreprises-là d'avoir un prix en fait qui soit réduit par rapport à leur prix de marché, c'est-à-dire qu'on va regarder avec un plancher à 180 € du mégawattheure et un plafond à 500 € du mégawattheure. Si votre prix moyen se situe entre les deux, eh bien on appliquera une décote
la décote maxi étant 160 € de mégawattheure, c'est-à-dire c'est très facile, hein, c'est-à-dire que vous prenez le delta entre 180 et 500, ça doit faire 320 et vous prenez 50% de cette décote et on vient effectivement retirer cette partie-là à votre prix moyen d'énergie sur 2023. Donc ça concerne plutôt les PME et qui sont au-delà effectivement d'une part en nombre de salariés jusqu'à 250 et puis ceux qui ont des contrats de fourniture qui ne sont pas éligibles au bouclier. Peut-être pour bien fixer en fait ce dont peuvent demander, et justement ça va faire l'objet du reste de ma présentation, c'est comment je peux avoir accès à l'ensemble des CDD, puisque ça donne effectivement en matière de réduction sur ma facture. Je vous l'ai mis là, en fait, quand vous êtes une TPE et assimilée, vous avez deux situations possibles. Soit j'ai un contrat inférieur à 36 kg, et donc je vous ai expliqué le fameux bouclier qui est soit je suis au tarif réglementé de vente, soit je suis en offre de marché, avec la fameuse décote de 144 € du mégawattheure, selon les situations. Et puis, vous avez l'amortisseur spécifique, c'est-à-dire que je suis pas, je n'ai pas en fait de contrat inférieur à 36, mais en revanche, j'ai un prix effectivement de marché qui est bien supérieur. Dans quelle mesure je peux avoir un amortisseur spécifique qui me permet de descendre mon prix et de le plafonner, en tout cas sur la part énergie et hors taxe, à 230 € du mégawattheure. De l'autre côté, si je suis une PME, et donc, alors je ne vous ai pas parlé du guichet d'aide. Pourquoi? Parce que le guichet d'aide, s'il y a des dispositifs, j'y reviendrai, qui sont effectivement calculés directement sur votre facture, le guichet d'aide est un guichet qui est ouvert. Je crois que Mme Girard a dû revenir là-dessus et vous présenter un certain nombre d'éléments. Et là, vous devez effectivement faire une déclaration auprès de ce guichet vous permettant d'accéder à des aides complémentaires à celles que je vous ai présentées là. À partir du moment, je le fais assez succinctement, mais il y a d'autres critères, à partir du moment où votre part énergie, en fait, représente plus de 3% de votre chiffre d'affaires. Et vous retrouvez le même dispositif. Oui. Pardon Frédéric, je me permets de compléter simplement pour dire que ces attestations qui sont à faire par toutes les structures juridiques, sans exception, d'accord. Donc, on va vous remettre le lien dans cette présentation pour pouvoir compléter l'attestation. Beaucoup l'ont déjà fait. Je vous rappelle que ça se fait prioritairement soit par vous-même, dirigeant d'entreprise, soit par ou avec l'appui de votre expert comptable. Et sachez aussi, et donc en priorité l'expert comptable, mais aussi les chambres consulaires sont là à vos côtés pour vous accompagner et compléter ces attestations. Sachant que les bonnes nouvelles, sans vouloir spolier ce que vous allez dire Frédéric tout à l'heure, mais les bonnes nouvelles, c'est que les factures d'électricité étant déjà arrivées ou étant sur le point d'arriver, ont été accompagnées pour déjà les aides, les chèques des aides qui vous sont donc recrédités, hein, que vous allez avoir à encaisser pour amortir le choc de l'augmentation de l'électricité. Et donc, un bon nombre d'entreprises ont déjà reçu ce chèque, sauf que n'oubliez pas, lorsque vous avez plusieurs fournisseurs, il faut envoyer une attestation à chaque fournisseur et pour chacune de vos sociétés. On ne le redira jamais assez. Voilà. Je referme la parenthèse et Frédéric, la suite. Non, merci Samuel, c'était important. Je vais effectivement vous rappeler, en tout cas vis-à-vis de l'attestation, que vous devez envoyer à votre fournisseur et je vous rappellerai comment le faire, en tout cas si vous êtes client de DEL. Je vous ai mis ici quelques simulations. Vous voyez que selon le type de cas, je peux être une PME, je peux être une TPE, je peux avoir un contrat inférieur à 36, je peux avoir un contrat supérieur à 36. On vous a fait quelques exemples, en fait, de ce que sera, par exemple, le cas d'un restaurateur qui est une PME, donc qui a plus de 10 salariés, par exemple, mais qui a un contrat de fourniture qui est au-dessus de 36 kVA. Et dans ce cas-là, il a le droit à l'amortisseur que je vous ai expliqué tout à l'heure, donc le prix qui est entre 180 et 500 € du mégawattheure. Et donc là, on vous a mis en fait les prix TTC, puisque vous avez la part acheminement et la part de la taxe, c'est-à-dire que vous avez entre le prix 2022 et celui où vous avez
la prise en compte à la fois de l'amortisseur ici en rouge et potentiellement le guichet, eh bien, vous passez effectivement d'une augmentation de 155% dans l'exemple qu'on a pris là à une augmentation de 96%. Et donc, les mesures de soutien et amortisseurs pourraient représenter jusqu'à 23% de votre facture hors taxe. Donc ça, c'est le cas d'une PME qui a un contrat supérieur à 36 kg. Si je suis une TPE, toujours avec mon site effectivement qui est supérieur à 36, là, dans ce cas-là, je vais avoir effectivement l'amortisseur spécifique qui va se mettre en place. Et donc, je vais avoir un prix TTC qui va être de l'ordre des 280 € du mégawattheure, donc 230 à peu près, enfin 230 hors taxe. Et donc pourrait s'ajouter à ça, si vous aviez effectivement un guichet qui vous permet d'avoir effectivement une baisse de votre prix, et donc qui fait, lorsque l'on regarde le prix entre 2022 et le prix 2023 avec l'ensemble possible des aides qui ont été octroyées, une augmentation de 86% et une baisse effectivement de votre facture. J'en ai une autre sur un PME, site C4, donc là avec des augmentations pareilles. Donc là, je suis un boulanger, je suis une PME, j'ai un site C4. C'est l'amortisseur qui se met en place, puisque je fais appel effectivement à une PME. Et là, l'ensemble effectivement des dispositifs vient réduire de près de 34% effectivement cette facture. Dernier cas d'un boulanger TPE qui est supérieur à 36, et là vous avez vu où j'ai une part énergie qui est supérieure aux 280, j'ai l'amortisseur qui se met en place et les mesures de soutien avec cet amortisseur et puis le guichet potentiel vient presque à effectivement réduire, en tout cas près de 43% mon augmentation sur ma facture. Ce sont quelques exemples, bien évidemment, ça n'a rien de générique. C'est pour vous montrer en fait l'application des différents dispositifs selon les situations, selon mon secteur d'activité et selon effectivement si je suis une TPE, une PME et si effectivement j'ai des sites qui sont inférieurs ou supérieurs à 36 kVA sur mon contrat de fourniture. Peut-être vous dire, parce que Samuel en a parlé, s'il y a effectivement des attestations, des demandes qui sont à faire directement via le guichet, là concernant tout ce qui est bouclier, en offre de marché, le TRV s'applique directement. En offre de marché et ou les différents types d'amortisseurs, vous devez d'ici le 31 mars renvoyer en fait une attestation d'éligibilité à votre fournisseur. Et donc, pour EDF, je vous ai mis ici le bouclier, l'adresse bouclier amortisseur-elec@edf.fr. Vous allez, si vous n'avez pas reçu par mail cette attestation, normalement, nous avons envoyé plus de 400 000 mails à l'ensemble de nos clients qui pourraient être concernés. Aujourd'hui, on en a reçu plus de 50% de ces mails. Normalement, vous êtes relancé toutes les semaines pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Lorsque votre attestation a été envoyée et bien prise en compte, vous avez effectivement un message qui vous dit qu'elle a bien été prise en compte. Et si l'attestation n'a pas encore été prise en compte ou devait être effectivement, en tout cas rejetée, normalement, vous avez un message également qui vous en informe. Si toutefois vous avez besoin d'informations, et c'est important, et vous voyez que c'est quand même pas mal de choses à devoir intégrer, nous avons d'abord mis en place sur notre site internet une page dédiée, et surtout, vous avez un numéro de téléphone dédié qui est inscrit ici, que vous pourrez noter bien évidemment, où derrière nous avons des conseillers qui sont formés, spécialisés pour vous répondre à l'ensemble effectivement de ces dispositifs-là pour savoir si nous avons bien reçu votre attestation ou pas, bref, qui sont là pour vous renseigner et vous dire où est-ce que vous en êtes par rapport à l'ensemble de ces démarches. Donc je vous ai dit, c'est plus de 50% aujourd'hui d'attestations que nous avons reçues. On continue à renvoyer des relents, des mails pour qu'un maximum et le plus rapidement possible, d'entreprises concernées, qui pourraient être concernées, eh bien, nous envoient leur attestation d'éligibilité. Nous avons envoyé les premières factures avec l'ensemble des dispositifs amortisseurs, boucliers en offre de marché sur les factures. Eh bien, les factures avaient été bloquées pour intégrer justement ces éléments-là. Depuis le 24 février, nous avons relancé, pour ceux qui nous ont répondu, eh bien, le renvoi des factures avec
les dispositifs intégrés. Et puis nous ferons, pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, aux alentours du 10 mars, de façon aussi à pouvoir derrière peut-être, je dirais, déclencher, en tout cas, on l'espère, eh bien, les dernières entreprises qui ne nous auraient pas encore répondu, de façon à avoir le dispositif avant le 31 mars. Voilà comment ça va se passer. Et donc, c'est au-delà du guichet, c'est-à-dire que je vous ai mis un exemple de facture, c'est-à-dire que très clairement, vous allez avoir sur votre facture eh bien, différents items, soit je suis éligible au bouclier, et vous aurez directement sur votre facture eh bien, la prise en compte du bouclier selon votre contrat, selon la saisonnalité de vos prix et autres, directement sur votre facture, et avec bien évidemment les aides qui seront prises en charge, et donc le prix moins effectivement la prise en compte du bouclier. C'est vrai pour le bouclier, c'est vrai pour les amortisseurs. Vous verrez que dans ces deux cas, vous aurez effectivement directement sur votre facture, et vous aurez, si vous avez plusieurs sites et si vous avez plusieurs dispositifs qui sont mis en œuvre, vous aurez une synthèse sur votre facture qui permettra de voir l'ensemble effectivement des mesures qui ont été prises en compte avec le cumul à date sur vos dispositifs. Donc voilà ce qui va se passer sur les factures qui vont être envoyées, là, qui sont envoyées en ce moment. Et vous avez un courrier d'accompagnement, donc je ne vais pas tous les ouvrir, mais vous avez des courriers d'accompagnement selon votre situation qui sont envoyés en même temps pour vous expliquer la mise en œuvre, comme j'ai pu le faire succinctement, en tout cas durant cette première partie, pour vous expliquer ce qui a été pris en compte, ce qui est les types effectivement de mesures gouvernementales auxquelles vous avez droit, et de pouvoir ainsi mieux lire, ou en tout cas mieux comprendre les éléments qui ont été pris en compte dans votre facture, sur votre facture. Peut-être un dernier point quand même. J'ai commencé mon intervention en vous montrant en fait l'évolution des prix. On se dit mais pourquoi on en est effectivement en tout cas arrivé là, pourquoi une augmentation d'un prix du gaz se retrouve directement sur ma facture d'électricité, et c'est effectivement je dirais une révélation, en tout cas un point important dans l'évolution de cette crise qu'on a vue en 2022, c'est que le modèle tel qu'il avait été conçu à la maille européenne, s'il pouvait être intéressant de le mettre en œuvre pour pouvoir gérer les équilibres offre et demande de court terme entre les différents acteurs du marché. En revanche, il a un très gros inconvénient, c'est que ces évolutions-là se retrouvent directement sur les prix de détail et donc sur les factures. Et donc, ça a été, souvenons-nous, en septembre 2022, une déclaration de la part de Mme van der Leyen qui disait qu'il fallait effectivement réformer ce modèle de marché. Il y a eu un certain nombre d'échanges fin 2022 qui n'ont pas tous abouti, ou en tout cas qui ont montré la volonté, en tout cas, de certains États membres de faire évoluer, dont la France, bien évidemment, de faire évoluer ce modèle de marché. Il y a eu une consultation qui a été lancée par la Commission européenne vers les États membres, vers des acteurs, des producteurs, des fournisseurs. Cette consultation s'est terminée aux alentours de début février, mi-février, et normalement, il doit y avoir, d'ici la fin mars, des premières, je veux dire, restitutions ou évolutions qui pourraient être ensuite instruites et mises en œuvre si elles étaient décidées par à la fois la Commission et le Conseil sur l'évolution de ce marché. Donc c'est un calendrier très ambitieux parce que cette consultation qui était prévue mi-janvier s'est un peu effectivement décalée, et donc on verrait effectivement une évolution à mars 2023, ce qui est quand même je dirais une très grosse réforme, en tout cas une réforme très importante. Je vous l'ai dit, de découper les prix de détail, réduire la volatilité des prix, c'est extrêmement important. On peut, et pour éviter ainsi d'avoir, selon les jours, est-ce qu'on se retrouve sur des marchés à des prix de plusieurs euros, dizaines d'euros, ce qu'on n'avait jamais vécu jusqu'à présent, tout en bien évidemment préservant ce que je vous ai dit, le bon fonctionnement des marchés gros de court terme, parce qu'on a besoin de ça aussi pour pouvoir gérer les différents échanges à la maille européenne de la production d'électricité entre les différents États membres. Voilà pour moi.
j'ai peut-être, dites-moi si j'ai été trop rapide ou pas. S'il y a besoin de revenir sur certains points, je suis bien évidemment à votre disposition. Alors, y a-t-il des questions avant de passer la parole à Lorena? Exactement. Alors, en attendant que les questions viennent, si elles viennent, il ne faut pas hésiter surtout. Donc, en l'occurrence, on vous a mis là dans le chat et dans la partie conversationnelle à nouveau l'attestation. Nous sommes très insistants, mais nous le voulons. Voilà, donc c'est bien délibéré. Je vois qu'il y a une question qui se prépare. Parfait. Donc l'attestation, Stéphanie nous l'a mise en ligne. Je vous ai mis également le tableau, l'organigramme, si je puis dire, de dans quelle catégorie suis-je et donc à quoi vais-je pouvoir prétendre. Voilà, donc ça c'est le tableau qui est fait effectivement par Magali Girard, bien connu dans le département, et donc qui complète tous les éléments que vient d'évoquer Frédéric. Et puis enfin, également, les fournisseurs d'énergie ont pris des engagements, 25 engagements, dont parmi les premiers signataires EDF. Alors, l'idée étant pas effectivement de vous relire ces 25 engagements, mais je vois que Frédéric va pouvoir rebondir peut-être. Et donc, sur la logique qui est celle d'informer, de venir au-devant des professionnels et des entreprises. Et en l'occurrence, je dois dire que EDF fait part d'un courage. Ils prouvent une nouvelle fois que, eh bien, ils n'ont pas peur d'évoquer les sujets qui ont pu faire crier, et à juste cause et à juste titre, ces derniers temps. Et donc, ça me donne l'occasion à nouveau de remercier Frédéric avec l'éclairage, si je peux me permettre, qui vient d'être fait sur tous les sujets qui sont là. Donc, je vous mets la charte des fournisseurs énergie parce que si EDF est le premier signataire, vous avez le nom de tous les autres et que si certains pouvait ne pas être à la hauteur des engagements pris, eh bien, il faudrait ne pas hésiter effectivement à l'évoquer. MEDEF, Vendée, Pays de Loire avec Lorena, nous sommes là pour recueillir justement ces sujets-là et les faire remonter à qui de droit auprès du gouvernement et des parlementaires notamment, pour non pas taper et tirer sur l'ambulance, ça n'est pas l'objet. L'idée étant qu'il y a un consensus, il y a des éléments d'engagement qui ont été pris et il faut simplement que ces engagements soient tenus à leur juste valeur, tels que les signataires l'ont décidé. J'imagine que ça n'a pas été contraint et forcé. Oui, alors, le ministère de l'économie fait son travail aussi, mais vous avez donc cette charte qui est à disposition. Oui, Frédéric, un mot complémentaire? Non, vous avez raison, Samuel, de le rappeler. On a une charte qui a été signée à l'automne dernier, de mémoire en octobre. Souvenons-nous, sortie d'été avec des prix qui augmentent et puis un certain nombre effectivement d'entreprises qui étaient dans les difficultés à trouver un contrat de fourniture pour les années 2023 voire 2024 parce que soit des prix étaient appliqués étaient très très élevés. D'ailleurs, il y a un prix référence qui est construit par la Commission de régulation de l'énergie qui permet de donner justement un certain nombre d'éléments pour savoir si votre fournisseur vous propose un prix qui est en dehors de cette référence. Voilà, donc ça c'est un premier point. Et deuxièmement, il y avait beaucoup effectivement d'engagements qui avaient été pris par les fournisseurs signataires, dont EDF bien évidemment, de façon à d'abord expliquer et puis surtout et d'abord pour leurs clients de leur permettre effectivement de pouvoir avoir une continuité dans leur contrat de fourniture tout en respectant des prix certes, qui était en augmentation, et ça, je ne vais pas vous le cacher, au regard des évolutions du prix de marché, notamment quand on était à l'automne 2022, mais en tout cas, d'avoir des prix qui reflètent le plus juste, je veux dire le plus justement possible, je dirais les prix de marché et de ne pas trouver sur des prix qui soient aberrants ou trop aberrants par rapport à ces conditions de marché, les différentes garanties qu'on pouvait avoir. Voilà. Et donc, on s'est attaché à ça. On s'est attaché à faire ça sur la fin de l'année, y compris, et c'est vrai, d'avoir des clients qui sont revenus chez EDF. Alors, j'espère pas contraints et forcés. En tout cas, il y en a eu certains qui se sont retrouvés dans des difficultés. Donc, on a essayé de pouvoir répondre à leurs demandes. C'était pas toujours facile, c'était pas toujours le cas de le faire toujours dans tous les cas, mais on a été, en tout cas, à leur écoute et on a essayé d'être à leur écoute sur la fin de cette année et puis on l'est bien évidemment encore. C'est la raison pour laquelle aussi je suis là aujourd'hui parce que comme j'ai pu le faire dans d'autres effectivement, en tout cas lors de d'autres webinaires, c'est oui expliquer, comprendre et puis donner de la visibilité sur ce que pourront être effectivement les évolutions et surtout les différents dispositifs.
Je vois qu'il y a une question dans le fil, je me permets, Samuel, sur Mais il faut. l'intérimaire qui rentre dans le calcul effectif. Alors, j'avoue que je n'ai pas la réponse précise là-dessus. Si vous êtes une entreprise de travail temporaire, j'avoue que c'est un peu. Celle-là, c'est effectivement une question que je n'ai pas encore eue. Sauf s'ils sont en CDI, j'ai envie de dire peut-être, puisqu'il peut y avoir des contrats CDI temporaires, mais écoutez, je pense que c'est effectivement sur lequel il faut se poser la question de savoir si ça rentre dans votre calcul de TP. À première vue, je dis voilà, je crois pas. Donc, Je ne crois voilà, pas, je ne crois pas non plus, mais je crois pas. ne voulant pas Mais être ne croyez pas, affirmatif. voilà. Voilà, mais quoi qu'il en soit, on prend la question pour le coup parce que la vérifier en temps Ouais, réel serait trop complexe et ne voulant effectivement vous donner une réponse qui ne soit pas la bonne, ça ne serait pas tout à cohérent. fait. Donc, on va faire vérifier cela et puis on reviendra vers vous, Alain, pour vous donner ces éléments, hein. D'accord? Donc voilà. Merci beaucoup, Frédéric. On reste ensemble, si vous en êtes d'accord. Et puis, on va se tourner maintenant vers Lorena, qui nous fait une ambiance Rembrandt. Voilà, hein, âge d'or, peinture néerlandaise, hein, mais c'est très sympa avec ce fond noir. Donc Lorena qui est responsable effectivement de projets et de transition énergétique et environnementale au MEDEF Pays de Loire, pour nous donner également des compléments, hein. On va s'écarter un tout petit peu du sujet très, très pratico-pratique de Frédéric, mais il y a plein de belles choses effectivement dont on voulait vous faire profiter. Lorena, bienvenue avec nous et on t'écoute effectivement pour les compléments. Merci beaucoup Samuel pour l'invitation. L'énergie, je ne pouvais pas manquer ce rendez-vous. Et encore merci beaucoup Frédéric pour tout ce que EDF fait. C'est bien pour ça que nous avons créé un partenariat avec EDF il y a très récemment, ce qui nous a permis, je vais partager mon écran, d'organiser donc un webinaire Focus Énergie en novembre dernier. Donc vraiment avec toutes ces thématiques, notamment pour passer l'hiver. Il s'avère qu'on a réussi à passer l'hiver, ouf! Et donc, c'est pour ça qu'on se lance sur une nouvelle thématique, et la thématique de la décarbonation, puisque transition énergétique et décarbonation vont de pair, évidemment, avec un focus donc, sur l'industrie, puisqu'il y a beaucoup de projets de réindustrialisation. Donc ça aura lieu le 21 mars, donc dans 2 semaines. Si vous n'êtes pas encore inscrit, il y a encore des places, puisque c'est un webinaire. Donc on vous invite vraiment à vous inscrire, notamment si c'est votre thématique sur l'industrie. Les webinaires avec EDF sont toujours de très grande qualité, donc on est ravis de pouvoir travailler avec vous. Sur ce que fait, moi je vais vraiment revenir voilà, sur ce que fait le MEDEF en général sur la thématique de l'énergie, c'est-à-dire que ces derniers mois ont été je ne vais pas vous cacher que la majorité de mes actions concernaient vraiment le focus énergie, comment apporter des réponses. Et c'est pour ça qu'on a vraiment augmenté nos partenariats avec les différentes structures d'énergie, donc Total Energy, Engie et EDF, avec laquelle on travaille en étroite collaboration. On a également lancé donc un parcours transition écologique qui a été lancé en Vendée. En plus, le premier parcours a été lancé en Vendée, avec donc le deuxième atelier qui concerne la sobriété énergétique. Donc, juste pour faire un petit aparté, donc en Vendée, on a fait cet atelier avec Studéfi, donc vraiment pour étudier la facture énergétique avec le contexte de hausse historique des prix. Il y a un mois, on a fait donc l'atelier sobriété énergétique avec Horace. Donc là, vraiment un atelier vraiment pratico-pratique ou avec un outil très très pertinent qui a été développé par Horace, donc une association qui est affiliée donc avec la CCI. Et on pense que sur le prochain atelier en Sarthe, on fera aussi avec Horace. Il faut savoir que ce parcours, il est gratuit, il est financé, il est cofinancé par l'ADEME. Et j'en profite pour vous dire que le prochain atelier sur la stratégie économique, parce qu'on est déjà à l'atelier 4 en Vendée, on va vite, aura lieu le 16 mars. Donc c'est très très intéressant. On aura un témoignage en fait inspirant du groupe Briand qui a réalisé donc la Convention des entreprises pour le climat
de l'année dernière et qui a totalement transformé son business model. Et donc, évidemment, des transformations au niveau de la consommation d'énergie. Aujourd'hui, c'est des retours d'expérience que j'ai eu des entreprises. Toutes les entreprises qui avaient effectué leur transition énergétique avant la crise n'ont pas connu de crise, en fait, puisque tout a été absorbé par les énergies renouvelables. Donc, c'est pour ça que je vous invite vraiment à suivre le webinaire du 21 mars pour essayer de comprendre comment on peut établir une stratégie d'efficacité énergétique, de sobriété énergétique et aussi de réduction de consommation. Et surtout, ce que je me rends compte, c'est qu'il y a beaucoup de gaspillage et les objectifs nationaux de réduction de 10%, en fait, ils sont facilement atteignables simplement avec un état des lieux et une suppression du gaspillage énergétique qui est fait notamment dans les bâtiments. Mais donc, il y a vraiment beaucoup de leviers. Et c'est pour cette raison que vraiment on essaye de sensibiliser les entreprises sur ces thématiques-là à travers voilà, des ateliers, des webinaires et également on a aussi beaucoup d'articles dans le magazine du MEDEF Pays de la Loire qui expliquent, donc Frédéric a parlé de la concertation européenne, donc le MEDEF Pays de la Loire était présent sur la concertation nationale sur le mix énergétique, donc il y a un article dans le précédent magazine, et également un article qui a été rédigé par la responsable, la directrice du département énergie au MEDEF national. Donc voilà, nous on fait les liens, on essaye aussi de remonter les informations au national pour qu'ensuite il y ait une représentation qui soit faite. Donc vraiment, nous on est preneurs de vos retours d'expérience. On a aussi été là durant la crise grâce à nos partenariats pour essayer de sauver des entreprises qui étaient voilà, soit fermées, soit fermées. Donc on a essayé voilà, d'aider. Après, c'est du cas par cas, donc on peut pas non plus, il n'y a pas de solution miracle. C'est pour ça qu'il faut vraiment aller travailler avec les énergéticiens qui sont experts et qui ont mis en place, comme EDF, vraiment c'est remarquable ce qui est mis en place par EDF pour aider. Et là, justement, les dates, nous, on va communiquer parce que c'est le 31 mars et il faut absolument que les entreprises fassent les dossiers pour pouvoir avoir les aides concernés. Et aussi, on était passé pour représenter la voix des entreprises sur France 3 pour expliquer qu'est-ce qui se passait concrètement pour les entreprises et que les entreprises n'avaient pas attendu les objectifs nationaux de réduction, enfin de sobriété. Les entreprises s'y sont mis tout de suite avec la facture énergétique. Donc voilà, nous, on porte la voix des entreprises sur ces thématiques-là et on essaye aussi surtout de donner les clés grâce aux expertises de nos réseaux pour pouvoir faciliter au maximum. Et c'est une des priorités vraiment de l'année dernière, de cette année, pour qu'on puisse voilà, lister ces factures qui ont été vraiment démesurées. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous voulez vous inscrire. En tout cas, dans ma présentation, il y aura tous les liens. Voilà, on vient d'envoyer effectivement l'invitation au webinaire, puisqu'en l'occurrence, David nous avait demandé de l'intégrer. Donc voilà, qui est fait. C'est fait dans le fil conversationnel. Voilà, pour cela. Avez-vous d'autres questions? Alors, on a bien vu, hein, et donc en l'occurrence, Alain, oui, effectivement, on a vu le propos complémentaire, en tout cas, sur les logements pour les intérimaires. Et bien évidemment, on comprend parfaitement l'impact significatif de la volatilité du prix d'électricité et donc de l'impact global avec, effectivement, rentre-t-il ou pas dans l'effectif. Je vais me mettre en lien très rapidement avec les personnes et les experts concernés pour avoir cette réponse. Très pertinente, bien sûr. Voilà, y a-t-il d'autres éléments que vous voudriez aborder ou interroger, puisque, en l'occurrence, voilà, Frédéric est revenu parmi nous. Quelles sont les questions que vous avez le plus souvent, Frédéric, sur ces sujets-là, de la part des chefs d'entreprise, hein, j'entends, des entreprises? Les questions que l'on a, c'est à la fois sur l'éligibilité. C'est vrai que à quoi je peux avoir droit. Donc d'où et on le répète, d'où remplissez vos attestations. Hormis et j'ai noté le cas tout à l'heure de monsieur concernant effectivement du personnel intérimaire, mais
je dirais le cas général, le maximum de cas général, c'est de pouvoir répondre et ensuite, c'est nous qui faisons l'analyse et qui intégrons le dispositif sur votre facture directement. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, et vous avez eu, je dirais, la décence de ne pas me poser, c'est et donc la suite, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'on risque d'avoir effectivement un prix qui continue à augmenter? Quelles sont les prévisions, les tendances? Il y a à la fois, bien évidemment, des éléments qui sont difficiles à évaluer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez bien que la structure des prix, et je vous l'ai expliqué, est liée notamment au prix du gaz. Vous avez vu que, au regard, malheureusement, du contexte géopolitique actuel, je dirais malheureusement, bien évidemment, pour le conflit, et peut-être que ça fait prendre conscience aussi de certains États de la dépendance en fait à un gaz qui est arrivé de Russie, de changer en fait le modèle d'approvisionnement du gaz. Aujourd'hui, il vient beaucoup moins par gazoduc. Je dis bien beaucoup moins, et on a besoin de développer d'autres modèles, notamment effectivement les modèles qui sont du gaz liquéfié et donc qui arrivent par bateau, qui sont pas au même prix. Et donc ça veut dire que le prix du gaz, même s'il a beaucoup il a beaucoup baissé, il est probablement un prix qui sera supérieur à celui qu'on a connu parce que d'abord son format d'approvisionnement est différent de ce qu'on a connu ces précédentes années. Donc est-ce que ça va est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va s'inscrire dans la durée? En tout cas, sur les 2-3 prochaines années, on peut considérer que ce prix-là va probablement se stabiliser, continuer peut-être un petit peu à descendre, mais se stabiliser, mais à des prix qui seront très probablement supérieurs à ce qu'on a connu jusqu'à présent. Puis ensuite, il y a deux dispositifs. Je vous ai parlé du modèle de marché européen. Forcément, ça peut avoir un impact. Mais pour le coup, je ne sais pas en dire plus jusqu'à présent. Il faudra attendre la publication de la Commission européenne et voir comment ce sujet avance à maille de la Commission. Et puis peut-être le dernier point, c'est le dispositif de l'Arenh existe, a été inscrit dans une loi qui a été votée en 2010, qu'on appelle la loi NOM, et il prévoit en fait la fin du système normalement au 31 décembre 2025. Et à cette date, je ne suis pas capable de vous dire ce qui se passera après le 31 décembre 2025. Est-ce que ce système s'arrêtera ou est-ce que ce système perdurera, ou s'il perdure, selon quelles conditions? Eh bien ça, c'est aujourd'hui pas encore décidé, mais vous pouvez je pense que vous l'avez fait, il y a énormément de prises de parole sur le sujet pour montrer, je dirais, toutes les difficultés, ou en tout cas, cette crise a révélé que l'Arenh pouvait avoir une utilisation qui avait dévié de plus en plus par rapport à ce pourquoi elle avait été conçue, sur lequel, bien évidemment, nous, on a une position ferme sur le sujet, c'est d'éviter de repartir sur un système tel qu'il est conçu aujourd'hui, voire même dans l'arrêter, et de faire en sorte qu'on puisse revenir à des conditions de marché et que chacun puisse, et chaque fournisseur puisse effectivement faire appel au marché pour concevoir ses offres, parce qu'on considère qu'aujourd'hui, peut-être que ça ne conduit pas, en tout cas, à l'ensemble des objectifs qui avaient été fixés à la base, notamment si c'était de favoriser l'entrée sur le marché de fournisseurs. Il y avait également d'autres objectifs qui avaient été fixés, de développer des moyens de production, et ceux-là, ils ont été beaucoup moins atteints. En tout cas, des moyens de production pilotables. Voilà. Voilà ce que je pouvais ajouter. Très bien, parfait. Très bien. Pas d'autres questions complémentaires. L'information est déjà partie à qui de droit pour la question sur les intérimaires, en étant bien sûr une entreprise de travail temporaire. Donc, on se recontacte très vite, Alain, pour la réponse par rapport à ces éléments et par rapport au logement associé. Oui, Frédéric. Je voulais juste ajouter, je me permets, j'en profite. Bien évidemment, on voit de cette crise touche, et donc c'était aussi de vous donner de la visibilité sur comment les différents systèmes, mesures gouvernementales allaient être mises en place le plus rapidement possible, et nous attachons pour le faire. Vous avez également des salariés qui peuvent être en difficulté au regard aujourd'hui, au-delà de la crise énergétique, de l'augmentation des prix. Je voudrais rappeler le dispositif qui est mis en place par EDF pour ses clients. Donc, quand vos salariés sont clients d'EDF, il y a des équipes qui sont dédiées sur le territoire pour pouvoir trouver les meilleures solutions avec les travailleurs sociaux, donc, ou des assistantes sociales, en tout cas de passer par ces personnes-là
pour leur permettre de trouver les meilleures solutions avec ces acteurs du territoire et de proximité des travailleurs sociaux, de pouvoir trouver les meilleures façons de les accompagner, bien évidemment dans le domaine de l'électricité, de l'énergie, pour pouvoir les accompagner durant cette phase. Donc je le rappelle, nous avons des équipes en proximité, dans mes équipes que je dirige sur l'ensemble du territoire de la région Ouest, Pays de Loire, Bretagne et puis un petit bout de la basse Normandie. Voilà. On a des équipes dédiées à ça, des personnes qui sont formées pour pouvoir accompagner les travailleurs sociaux qui sont aux côtés des personnes qui pourraient être en difficulté. Voilà. Donc n'hésitez pas, en tout cas, de porter ce message. Merci beaucoup. La boucle peut être bouclée, effectivement, puisque dans la charte des fournisseurs d'énergie, les 25 engagements qui ont été pris pour aider les consommateurs à faire face à la crise énergétique, eh bien, je ne vous ai pas décrit, effectivement, les engagements qui étaient pris auprès des professionnels, puisque vous pouvez le lire par vous-même en cliquant sur le lien, mais il y a aussi dans ces engagements tout ce qui concernait le consommateur. Voilà, donc ce qui veut dire que ça joigne parfaitement et que les informations ont été, on va dire, complètes sur l'heure qui nous était réservée pour cela. Les prochains rendez-vous, vous les avez encore sous les yeux en ce qui concerne les lundis MEDEF. L'idée, c'est que on se nourrit de la diversité des sujets. Donc, même si le sujet de la décarbonation reviendra pour le 3 avril avec la cotation des entreprises par la Banque de France et les indicateurs qui se mettront en place à partir du 1er janvier 2024, il n'est donc pas trop tard et suffisamment tôt pour s'en prémunir, le prévoir dans son business model quelque part. Et donc, voilà pourquoi nous en parlerons dès avril. Voilà pour cela. Et puis, effectivement, je reviens. Lorena l'a dit, il y a à la fois le webinaire, mais il y a aussi sur le territoire vendéen Transition Éco. Vous êtes les bienvenus. Vous avez reçu dans les différentes lettres d'information MEDEF et notamment l'hebdo que notre newsletter que vous recevez chaque lundi en début d'après-midi, eh bien, vous avez ces capacités à vous de s'inscrire. Voilà pour cela. Nous avons tenu le timing. Merci beaucoup à vous. On a l'impression effectivement que ce lundi MEDEF et ces rendez-vous, on devrait peut-être les accélérer parce qu'il y a tellement de sujets à traiter, mais on voit que ce créneau semble convenir en tout cas. Et puis, j'ajoute que il y a une enquête de satisfaction qui vous est parvenue à vous, adhérents du MEDEF, pour nous dire si justement la communication, les supports, les réunions, les sujets évoqués mériteraient quelques déformations, quelques améliorations. Bref, faites-nous part de ce que vous pensez du MEDEF Vendée et de la vie que vous partagez avec nous. Quoi qu'il en soit, nous ne lâchons rien. C'est toujours la défense de l'entreprise et des emplois que nous portons. Et donc, nous comptons bien le faire longtemps et très longtemps. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, après les remerciements à Frédéric, après les remerciements à Lorena, à vous vraiment vous remercier, vous aussi, qui avez été présents sur cette visioconférence lundi MEDEF, à vous souhaiter bon appétit, à vous souhaiter bon après-midi, belle poursuite à vous, et nous sommes, quoi qu'il en soit, toujours à votre disposition, donc n'hésitez pas. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, excellente journée.